Le juge Grayson entra dans la salle d'audience avec l'air d'autorité habituel, prêt à traiter ce qui semblait être une autre affaire simple impliquant un jeune accusé. Mais au moment où Jalon Dawson commença à parler, Grayson réalisa qu'il n'avait pas affaire à un adolescent ordinaire. Le jeune homme de 19 ans accusé de vol de voiture et de résistance à l'arrestation commença à démonter l'affaire avec la précision d'un avocat chevronné. L'atmosphère à l'intérieur du tribunal du comté de Los Angeles semblait tendue, presque étouffante, alors que des rangées de spectateurs remplissaient la galerie, leurs murmures emplissant l'air tandis qu'ils regardaient le drame se dérouler devant eux. La table de l'accusé semblait trop grande pour le jeune homme qui se tenait à côté avec confiance, les mains dans les poches et le menton levé juste assez pour montrer que la peur n'était pas quelque chose qu'il connaissait. Jalon avait été accusé de délits graves, mais le regard du juge Walter Grayson montrait clairement que le véritable procès qui se déroulait n'était pas seulement une affaire de droit. Grayson se pencha en arrière sur sa chaise, ses doigts tambourinant distraitement sur la surface polie de son bureau. Il regarda Jalon. À travers les verres de ses lunettes, ses lèvres se courbant en quelque chose entre un sourire narquois et un ricanement. « Tu penses être une sorte d'expert juridique ?» La voix de Grayson était teintée d'amusement sec. « Ce n'est pas un club de débat, gamin. » Un éclat de rire se répandit dans la salle d'audience où l'huissier, le sténographe, même le procureur semblait être dans le coup. Mais Jalon ne broncha pas. Il ne rit pas. Alors que d'autres enfants de son âge étaient occupés à mémoriser des statistiques sportives ou à jouer à des jeux vidéo, Jalon étudiait le droit depuis des années. Il n'était pas là par hasard. Même s'il ne s'attendait pas à se retrouver dans cette position, accusé d'un crime, il avait passé d'innombrables heures à se préparer pour ce moment précis. En grandissant, sa mère, Denise Dawson, une assistante juridique chevronnée, avait rempli leur maison d'histoire sur le monde juridique, les procureurs qui prennent souvent des raccourcis, les juges qui ont leurs préjugés, les avocats de la défense qui peuvent être inattentifs. Jalon a tout assimilé, comprenant les subtilités du système judiciaire avant même d'atteindre le lycée. À 14 ans, il pouvait décortiquer un procès mieux que la plupart des étudiants en droit. Pourtant, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance pour le juge Grayson. Aux yeux du juge, Jalon n'était qu'un autre enfant en difficulté avec la loi. « Faisons vite », soupira Grayson en ouvrant le dossier devant lui. « J'ai une partie de golf à 14 heures. » La salle rigola à nouveau, mais cette fois, le changement d'atmosphère était subtil, presque imperceptible. Les lèvres de Jalon se courbèrent en un léger sourire narquois, une reconnaissance silencieuse que Grayson venait de commettre sa première erreur, mais que personne ne l'avait encore remarqué. Le procureur, Mitchell Carrington, se tenait là avec la confiance d'un homme qui croyait que l'affaire était déjà gagnée. Son costume élégant et sa cravate méticuleusement nouée, ainsi que son ton répété, suggéraient qu'il avait déjà prononcé le même discours d'innombrables fois auparavant. « Votre honneur, » a commencé Carrington, l'État prouvera sans l'ombre d'un doute que l'accusé, Jalon Dawson, a été pris en flagrant délit dans un véhicule volé, une Audi A6 2022 signalée disparue quelques heures seulement avant son arrestation. Le poids des mots résonna dans la salle. L'accusé avait été arrêté dans une voiture volée, poursuivi par la police dans le centre-ville, où il aurait tenté de fuir avant d'être appréhendé. Ses empreintes digitales auraient été retrouvées sur le volant. L'affaire semblait simple et accablante, une voiture volée, une poursuite, un suspect qui s'enfuit. La salle commença à bouger, les murmures devenant de plus en plus forts. Le juge Grayson jeta un coup d'œil à Jalon, puis à Carrington. « Allez-y, » dit-il, sa voix presque indifférente tandis que le procureur se dirigeait vers le box des jurés, ses chaussures cirées claquant sur le sol. Carrington continua en feuilletant ses notes. La défense pourrait essayer de prétendre que tout cela n'est qu'un malentendu. Il se tourna vers Jalon, le regardant dans les yeux. Que M. Dawson est une victime des circonstances. Il haussa un sourcil. Mais soyons honnêtes, quel genre de victime fuit la police? La tension dans la salle d'audience s'accentua lorsque le juge Grayson se pencha en avant, le menton posé sur sa main. Jalon ne cligna pas des yeux. Carrington poursuivit son chemin, sortant une pile de papier. Votre honneur, voici le témoignage de l'officier Daniel Ruiz, qui a personnellement vu l'accusé au volant avant qu'il ne s'enfuit des lieux. La voiture a été confirmée volée, l'arrestation a été effectuée selon les règles. Grayson expira par le nez, hochant la tête comme pour reconnaître la simplicité de l'affaire. Cela me semble simple. Et pour la plupart des personnes présentes dans la salle, c'était le cas. Les faits étaient clairs, un véhicule volé, une poursuite, une arrestation. Mais Jalon n'était pas dupe.
Il avait passé des années à étudier les procédures judiciaires et il pouvait voir les failles. Pourtant, il resta silencieux, observant, attendant. D'un léger coup de marteau, Grayson s'adressa à la salle. Très bien, écoutons la réponse de la défense. Il se tourna vers l'avocate de Jalland, Lisa Thornton, une avocate commise d'office qui avait à peine parlé depuis son arrivée. Elle se leva, la posture tendue, comme si elle ne savait pas trop quoi dire. Votre honneur, commença-t-elle, mon client. Mais la main de Jalland sur son bras la fit taire. Elle hésita, puis se rassit. Il était temps. Je me défendrai moi-même, votre honneur, annonça Jalland, d'une voix calme et assurée. La salle se trouva plongée dans un silence stupéfait. Grayson le regarda, incrédule. Tu vas faire quoi, demanda-t-il, visiblement amusé. Jalland hocha la tête, le regard inébranlable. Je vais me défendre. Un murmure résonna dans la pièce et le sourire narquois de Carrington s'effaça avant qu'il ne rît brusquement. Cela devrait être intéressant. Mais personne ne riait plus. Lorsque Jalland s'avança, sa présence sembla emplir la pièce. Le poids du moment pesait lourdement sur lui. Ses mains étaient toujours dans ses poches et il laissa le silence se prolonger un peu plus longtemps, suffisamment pour rendre la salle d'audience mal à l'aise. Finalement, il parla. Votre honneur, avant de commencer, j'aimerais clarifier quelque chose avec l'accusation. Carrington haussa un sourcil et croisa les bras. Vas-y, dit-il d'un ton dédaigneux. Jalland s'avança, la voix mesurée. Vous avez dit que l'officier Daniel Ruiz m'avait personnellement vu au volant avant mon arrestation, n'est-ce pas? Carrington poussa un soupir brusque. C'est vrai. Et ce témoignage figure dans son rapport. Jalland hocha lentement la tête, puis se tourna vers Grayson. Votre honneur, je demande que ce témoignage soit rejeté comme preuve. Grayson plissa les yeux, confus. Pour quelle raison? Les mains de Jalland glissèrent hors de ses poches et il fit un geste vers la table du procureur. Parce que l'agent Ruiz ne m'a jamais vu dans cette voiture. En fait, il n'était même pas en service lorsque la poursuite a commencé. Une lueur de confusion traversa le visage de Carrington. De quoi parles-tu? Demanda-t-il, visiblement irrité. Jalland s'approcha. Votre honneur, si vous me le permettez, j'aimerais soumettre une demande de vérification des relevés GPS de l'agent Ruiz de cette nuit-là. Si son rapport indique qu'il m'a vu dans le véhicule, cela devrait correspondre à son historique de localisation. Il fit une pause pour faire effet. Mais quelque chose me dit que ce ne sera pas le cas. Les murmures dans la galerie devinrent plus intenses, une vague de tension déferlant sur la salle. Grayson jeta un regard perçant à Carrington. Conseiller Carrington, demanda-t-il, sa voix ferme mais pesante. Carrington s'éclaircit la gorge, sa mâchoire se serrant visiblement tandis qu'il redressait les épaules. Votre honneur, ce rapport a été rédigé par un officier de police. Expérimenté. Allons-nous vraiment faire confiance à la parole d'un accusé et à celle d'un professionnel chevronné? Jalland resta calme, haussant légèrement les épaules, presque avec dédain. Si l'agent était exactement là où il a dit qu'il était, les données GPS le confirmeront. Mais s'il n'y était pas. Eh bien, a-t-il interrompu, laissant planer l'implication. Grayson fit une longue pause réfléchie, son regard s'attardant sur Jalland pendant un moment avant de se tourner vers Carrington. L'accusation a-t-elle des objections à la vérification des enregistrements GPS de l'agent? Carrington a hésité, juste assez longtemps pour que le tribunal le remarque. Le jury a ressenti le poids de la pause. La galerie en était consciente. Et, plus révélateur encore, le juge Grayson en était parfaitement conscient. La respiration de Jalland restait régulière, son esprit s'aiguisant avec des années d'expérience dans l'observation des salles d'audience, dans l'observation de la manière dont les procureurs opéraient. Il savait que cette hésitation n'était pas un signe de confiance, c'était le signe indubitable de l'incertitude. Grayson soupira, se frottant la tempe comme si les événements de la journée lui faisaient des ravages. Carrington secoua la tête à contre-séhure. Aucune objection, votre honneur. L'atmosphère dans la pièce avait déjà changé. Pour la première fois dans le procès, la salle d'audience n'était pas remplie de rires ou de murmures. Maintenant, c'était étrangement silencieux. Mais dans ce silence, la tension était palpable. Carrington tâtonnait avec ses papiers, son comportement autrefois stable se brisant légèrement. Votre honneur, a insisté Carrington, pendant que nous attendons les relevés GPS,
n'oublions pas que les empreintes digitales du défendeur ont été retrouvées sur le volant du véhicule volé. Jalland fit un petit signe de tête, son expression neutre, ne trahissant rien. C'est vrai, dit-il d'une voix égale. Il fit délibérément un pas en avant. Mais examinons ces preuves de plus près. Grayson haussa un sourcil, faisant signe à Jalland d'expliquer. Jalland se tourna vers le jury, croisant les yeux de chaque membre du panel. Sa voix était ferme et posée. L'accusation veut vous faire croire que mes empreintes digitales sur le volant d'une voiture signifient automatiquement que je l'ai volée. C'est le récit qu'ils vendent, mais réfléchissons de manière logique. Il prit une profonde inspiration avant de continuer, son ton restant calme et convaincant. Imaginez. Ceci, vous entrez dans un grand magasin, vous essayez une veste, vous mettez vos mains dans les poches, vous la fermez peut-être, puis vous la remettez sur le portant et vous partez. Quelques heures plus tard, quelqu'un vole cette veste. Vos empreintes digitales sur la veste signifieraient-elles que vous l'avez volée? Quelques jurés échangèrent des regards incertains, leur attention entièrement captée par ces paroles. Quelqu'un dans la galerie marmonna à voix basse, mais Jalland ne lui laissa pas la chance de se reprendre. La voiture en question était garée à l'extérieur 7 à 11 heures avant le vol présumé, a poursuivi Jalland, la voix aussi tranchante que jamais. J'étais dans ce magasin avec 3 amis. Et oui, quand nous sommes partis, je suis passé devant la voiture, je me suis appuyé contre elle, j'ai même ouvert la porte parce qu'elle n'était pas verrouillée. Mais je tiens à préciser une chose, je ne l'ai pas volée, je ne l'ai pas conduite, je n'ai rien pris à l'intérieur. C'était juste un moment de curiosité, une décision stupide. Il a réfléchi un instant avant de porter le coup final. Est-ce que toucher quelque chose fait de vous un criminel? Carrington s'éclaircit la gorge, tâtonnant avec ses notes, désespéré de reprendre le contrôle de la situation. Mais Jalland n'avait pas encore fini. Et en parlant de cette analyse d'empreintes digitales, continua Jalland, reportant son attention sur le juge Grayson, l'expert médico-légal qui a traité ces preuves a-t-il déjà été assigné à comparaître pour témoigner? Grayson cligna des yeux, surpris par la question. Son regard se tourna vers Carrington, qui hésita un long moment avant de répondre à contre-séure. Non, admit Carrington, la voix tendue. L'expression de Jalland resta neutre, mais ses paroles avaient du poids. Donc, l'accusation utilise des preuves médico-légales pour constituer son dossier, mais elle n'a pas jugé nécessaire de faire appel au spécialiste qui a traité ces preuves. Je n'ai aucune chance de les contre-interroger, aucune opportunité de contester l'analyse ou de vérifier la chaîne de possession. Il a observé un bref instant de silence avant d'ajouter, intéressant. La mâchoire de Carrington se serra, mais il ne dit rien. Jalland hocha légèrement la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'il savait déjà. Le juge Grayson soupira. Se frottant l'arête du nez, c'était évident. Il commençait à se rendre compte que cette affaire n'allait pas être la réussite qu'il avait initialement espérée. Mais Jalland n'avait pas fini. Le prochain geste qu'il s'apprêtait à poser allait bouleverser l'équilibre du procès. Jalland fit délibérément un pas en avant, sa voix ferme mais inflexible. Votre honneur, j'aimerais verser au dossier une déclaration officielle du propriétaire du véhicule. Grayson fronça les sourcils, clairement confus. Le propriétaire? Jalland hocha la tête. Oui, monsieur Raymond Whittaker, le propriétaire enregistré de l'Audi volé, a fourni une déclaration à la police qui, pour une raison quelconque, n'a jamais été versée au dossier de l'accusation. Et je crois savoir pourquoi. Il tourna son regard vers Carrington. Vous souvenez-vous de ce que monsieur Whittaker a dit au policier la nuit où sa voiture a été déclarée volée? La mâchoire de Carrington se serra, son visage trahissant sa compréhension de ce qui allait arriver. Mais Jalland n'a pas attendu sa réponse. Au lieu de cela, il a sorti une transcription imprimée de son dossier et a commencé à lire à haute voix. J'ai laissé ma voiture en marche quand j'ai couru à l'intérieur de la station-service. Un gamin a dû sauter dedans et s'enfuir, mais ce n'était pas le gars que vous avez arrêté. J'ai vu le gamin, et il était blanc. Un halètement collectif se répandit dans la salle d'audience. Jalland a tenu le papier pour que tout le monde le voie. Il s'agit du rapport de police original, le même que l'accusation n'a judicieusement jamais mentionné. Il se tourna vers le juge Grayson. L'agent qui a procédé à l'arrestation a admis cela dans son témoignage. L'accusation l'a ignoré, et pourtant elle veut que le jury croie que moi, quelqu'un qui ne correspond même pas à la description du vrai voleur, je suis coupable au-delà de tout doute raisonnable? Carrington s'avança, essayant désespérément de reprendre le contrôle.
Votre honneur, ceci n'a aucune importance. Le défendeur a été pris en possession du véhicule. Mais Jalland secoua la tête, sa voix résonnant dans la salle d'audience avec une précision chirurgicale. Non, je ne l'étais pas, corrigea-t-il, ses mots empreints d'une conviction tranquille. J'ai été arrêté à quelques pâtés de maison de l'endroit où le véhicule avait été abandonné, alors que je rentrais chez moi après avoir mangé un encas avec mes amis. Je n'étais pas dans la voiture, je n'étais pas près de la voiture et je ne fuyais certainement rien. La seule chose qui me lie à cette affaire est un travail de police bâclé et des suppositions sans fondement. Le juge Grayson poussa un profond soupir, ses doigts pressant sa tempe tandis que le poids de l'affaire pesait sur lui. La situation se détériorait rapidement et tout le monde dans la salle le sentait. Jalland se retourna vers le jury, le regard vif et inébranlable. Le vrai suspect s'est enfui cette nuit-là, commença Jalland, la voix ferme mais ferme. Les policiers ont trouvé un jeune noir dans le même secteur et ont supposé qu'il était assez proche. C'est de cela qu'il s'agit dans cette affaire. Un silence oppressant remplissait la pièce, l'air chargé de tension. Le juge Grayson s'éclaircit la gorge, ajustant ses lunettes sur son nez. L'accusation a-t-elle quelque chose à ajouter, demanda-t-il, d'un ton un peu plus fatigué qu'auparavant. Carrington resta immobile, le visage rouge de frustration et d'incrédulité. Non, votre honneur, murmura-t-il, sa voix trahissant sa défaite. Le juge Grayson poussa un long soupir avant de croiser le regard de Jalland. Le juge marqua une pause, l'observant pendant ce qui lui sembla une éternité, puis jeta un bref coup d'œil au jury. Finalement, il se pencha en avant, agrippa le bord de son bureau et prononça des mots qui resteraient gravés dans la mémoire de tous ceux qui étaient présents, l'affaire est classée. Un moment de silence stupéfait s'écoula. Puis, le chaos éclata. La moitié de la salle d'audience resta incrédule, tandis que l'autre moitié soupirait de soulagement. La galerie bourdonnait de conversations chuchotées, et les journalistes se bousculaient, leurs stylos volant sur leurs carnets, capturant chaque instant fugace. Jalland resta immobile, laissant le poids de la décision s'abattre sur la salle, laissant la réalité de ce qui venait de se passer s'installer. Le juge Grayson, tenant toujours son maillet comme s'il était soudain devenu lourd, tourna son regard vers Jalland. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant, quelque chose de plus profond. C'était difficile à situer, mais c'était peut-être un mélange de reconnaissance, peut-être même un soupçon de regret. Jalland croisa son regard, inébranlable, avant de se retourner pour partir. Mais alors qu'il atteignait la porte, la voix du juge l'appela, l'arrêtant net. Monsieur Dawson. Jalland marqua une pause, mais ne se tourna pas vers le juge. Grayson hésita et, pendant un moment, la salle d'audience sembla retenir son souffle. Finalement, le juge reprit la parole. Vous devriez envisager de faire des études de droit. Un sourire narquois se dessina au coin des lèvres de Jalland. Il n'avait pas besoin d'y réfléchir. Il était déjà sur la bonne voie. À l'extérieur du tribunal, l'air était chargé des voix des journalistes. Ils se pressaient autour des marches, leurs appareils photo clignotant comme des stroboscopes, leurs micros pointés vers l'avant comme des lames. Jalland, savais-tu que le juge allait classer l'affaire? Quelle est la prochaine étape pour toi? Quel effet cela fait-il de déjouer un procureur aussi expérimenté? Jalland enfila son sweat à capuche sur sa tête, se mettant à l'écart du bruit, sans s'intéresser au spectacle. Il ne se souciait pas de prouver à quel point il était intelligent. Ce n'était pas une question d'ego, c'était quelque chose de bien plus grand que ça. Au bas des marches. Sa mère, Denise, l'attendait. Les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Elle l'étudia un long moment avant de secouer la tête et de relâcher un souffle qu'elle avait retenu. « Mon garçon, tu m'as fait une peur bleue, dit-elle d'une voix mêlant soulagement et inquiétude. Jalland rigola doucement en se grattant l'arrière de la tête. J'ai dû prendre un risque, maman, répondit-il, une lueur enjouée dans les yeux. Denise s'arrêta un instant, le fixa encore une seconde avant de le serrer dans ses bras. Tu as toujours été têtu, murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. Les flashs des caméras continuaient de clignoter, mais Jalland n'y prêtait plus attention. De l'autre côté de la rue, près de sa voiture, le juge Grayson se tenait là, les observant. Sa posture était différente, elle n'était plus rigide ni supérieure. Le sourire arrogant qui le caractérisait autrefois avait disparu, remplacé par quelque chose de plus proche de l'introspection. Il n'avait rien anticipé de plus qu'une affaire de routine, un autre accusé à traiter, un autre plaidoyer de culpabilité à clôturer.
Mais maintenant, il savait que cette affaire lui resterait en tête. Parce que Jalland avait fait quelque chose que la plupart des gens ne pourraient jamais faire. Il avait forcé le système à se confronter à lui-même et pour une fois, le système avait cligné des yeux en premier. Il y a une leçon à tirer de tout cela. Combien d'autres cas ont suivi le même schéma? Combien de personnes ont été condamnées à tort, non pas à cause de preuves solides, mais à cause de préjugés, de raccourcis et d'un système plus intéressé à classer les affaires qu'à découvrir la vérité? Jalland avait les connaissances et le courage de contester ces faits, mais qu'en est-il de ceux qui ne les ont pas? Cette histoire ne concernait pas qu'un seul cas, elle reflétait un problème beaucoup plus vaste, qui en recouvre d'innombrables autres. Jalland savait quelle serait sa prochaine étape. Cette salle d'audience ne serait pas la dernière dans laquelle il entrerait. Mais la prochaine fois, il ne serait pas l'accusé. Il serait l'avocat. Et quand ce jour viendrait, il ne serait pas seul. Si cette histoire vous a fait réfléchir, ne serait-ce qu'une seconde, partagez-la. Le système judiciaire est fondé sur des lois, mais il est géré par des personnes, et ces dernières peuvent changer. Mais seulement si nous les créons. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour plus d'histoires qui comptent et continuez la conversation. Parce que la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas Jalland. Ce sera peut-être quelqu'un que vous connaissez.